vous savez que la Tunisie a accepté la récupération de quelques ressortissants, surtout il a signé un accord diplomatique avec la France pour la récupération, mais sans garantir un suivi territorial, sans garantir un suivi social, économique pour ces personnes. Comment vous voyez, parce que les familles considèrent que l'acceptation du président Kais Saïed de ce droit de retour, de ces mécanismes de retour, ça a été criminel parce que la famille parfois sacrifie pour envoyer leurs enfants d'une façon illégale. Il y a de l'argent, il y a le financement de ce voyage. Comment vous voyez la situation? Alors, moi, justement, je répondrai à votre question, mais j'avais aussi j'avais envie de compléter sur les facteurs endogènes qui expliquent justement l'immigration massive. C'est cette phase qui pourrait être vue sous l'angle du transnationalisme comme quelque chose d'organisé, à la fois dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces réseaux diasporiques communautaires organisés, où on fait une sorte de migration translocale, c'est-à-dire d'une région, d'une localité, à une autre région, une autre localité d'accueil. Et là, il y a l'environnement qui est extrêmement influent dans la gestion de ces flux migratoires, même si c'est souvent une volonté de la famille, comme vous dites, et du migrant qui décide de quitter. Donc, par rapport à ces effets-là, oui, on sauve son enfant. Si c'est un enfant, on sauve, en général, on envoie plus les garçons que les filles, mais les filles aussi peuvent décider de partir. Mais la plupart du temps, effectivement, la famille est au courant, si ce n'est qu'elle est derrière, et qu'il y a le départ serait justement pour avoir une santé aussi meilleure sur le plan social et économique que ceux qui ont réussi leur installation dans ces zones. Donc, pourquoi on choisit une destination? Eh bien, on l'a choisi parce que c'est proche géographiquement. La Banque mondiale considère quand même, statistiquement, on parle de plus de 10 000 Tunisiens qui auraient franchi la frontière après la pandémie, parce que c'est la zone la plus proche, donc la Méditerranée, donc c'est le groupe national qui a le plus traversé la Méditerranée de manière clandestine. Mais il y a également les réseaux, encore une fois, diasporiques communautaires, où on peut se raccrocher potentiellement à l'aide ou l'accompagnement d'un membre de la famille, d'un membre de la localité d'origine, et rejoindre des secteurs de métiers où on n'a pas forcément besoin d'être formé. Donc, cette gestion organisée qui est socio-spatiale, elle est vraiment socio-spatiale, elle devient une ressource et une garantie à part entière. Pour ceux qui n'en ont pas, comme je vous ai dit, on part vers l'inconnu. Et en général, si on ne se raccroche pas à des réseaux communautaires, on risque d'atterrir vers des dérives telles que nous avons évoquées tout à l'heure, vers des dangers pour ces jeunes. Est-ce que vous voyez la situation actuelle en Tunisie avec des perspectives négatives, des perspectives positives? Comment vous voyez la situation avec cette situation de blocage économique, de blocage institutionnel, de blocage politique? La Tunisie va vers quelle direction, d'après vous? Écoutez, comme tout État un peu négatif ou dépressif, à un moment on dit on ne peut pas tomber plus bas. Donc j'espère qu'en touchant le fond, on va pouvoir se relever beaucoup mieux. Il faut toujours garder espoir. Il ne faut jamais donner des analyses perturbantes, même dans le mental des personnes, parce que la Tunisie est quand même un pays qui a réussi à plusieurs égards, qui a des ressortissants qui ont réussi dans les 4 coins du globe sur plusieurs domaines sportifs, culturels ou autres. Moi, j'ai été parmi les nominés au Tounsi, comment ça s'appelle, Award de Tounsi du Monde ou quelque chose comme ça en 2018. Et j'ai pu rencontrer des personnes mais fabuleuses. Bon, moi, j'étais nommée dans la catégorie engagement sociétal, mais il y avait le sportif, les journalistes, des acteurs, des scientifiques, des chercheurs, des personnalités. C'est un pays extrêmement fort. Moi, ce que je regrette, et je ne souhaite pas que ça puisse arriver un jour, c'est que toutes ces compétences ne reviennent pas donner leur lumière au pays.
Parce que si elle déserte vraiment définitivement, alors là, oui, on va dire par quoi on va remplacer. Et l'avenir va être extrêmement négatif. Et surtout, si on parle aujourd'hui de jeunes qui quittent, les jeunes, c'est l'avenir de demain. Donc, que va-t-il advenir effectivement sur le plan social, économique, politique et scientifique? Il est impératif qu'il y ait une stratégie nationale à ce niveau-là pour redonner le goût de ce retour, qu'il ne soit pas seulement pendulaire, alternatif, pour essayer justement, bon, ça, c'est pas mon domaine, mais le contexte économique, il y est pour beaucoup. Et là, il faut absolument faire remonter le pays, quels que soient les leviers qu'ils peuvent obtenir. Mais moi, je reste positive aussi sur l'idée, en tant que sociologue, je parle, quand un migrant quitte son pays, en l'occurrence la Tunisie, on ne quitte jamais son identité. Et ça, c'est une donne extrêmement importante parce qu'il y a au contraire une réactivation identitaire lorsque le migrant s'installe et devient donc immigré, s'installe dans un pays de résidence. Il y a une réactivation identitaire et il y a aussi une pratique effective de sa trajectoire migratoire à une pratique affective de son lien avec son pays d'origine. Et moi, je souhaite tout simplement que ce lien se transforme en volonté de le relever, ce pays. Et bon, il faut y croire, hein, il ne faut pas rester sur des notes négatives, mais il faut aussi être réaliste et dire qu'effectivement, en ce moment, rien ne va plus. Mais lorsqu'on voit les réseaux sociaux, on voit les polémiques des Tunisiens, aussi les discussions dans les médias, etc. Il y a l'état de désespoir général, national. Votre discours, il est bien, il est sentimental, mais la situation est complètement différente. D'après vous, qui est le responsable? Qui est le responsable? Est-ce que vous, les Tunisiens, comme moi, je suis tunisien, vous avez surestimé vos capacités institutionnelles pour réaliser la démocratie, la démocratisation de l'État, la démocratisation de partage des ressources, la démocratisation de la vie politique, sociale, économique. Qui est le responsable? Est-ce que l'État a été dirigé aussi? On parle de la responsabilité des gouvernements qu'ils ont gouverné. Après la Révolution, il y avait l'absence. Moi, je dirais l'absence de compétences, la surestimation. Lorsqu'on se souvient des ministres qui ont gouverné au sein de la gouvernement qui a été dirigé par le parti islamiste Nahda, on voit un ministre islamiste qui parle des facultés de médecins qui vont être créées et de médecine qui vont être créées partout, l'ignorance, l'absence de compétences, l'absence de prévision, l'absence des réseautages aussi. On parle de l'affaiblissement de la diplomatie tunisienne qui a été la perle de la diplomatie africaine, surtout à l'époque de Bourguiba. Qui est le responsable, docteur Fadloun? Eh bien, moi, honnêtement, j'ai une observation qui est légitime parce que je n'ai jamais vécu dans ce pays. Donc, quand j'ai travaillé effectivement cette mission d'observation participante au gouvernement provisoire, où je suis passée par deux gouvernements, celui de l'Araïd et celui de Jomra. Donc, j'ai vu une évolution des personnes où à un moment on parlait de technocrates, puis à un moment on parlait de troïka, et moi j'ai traversé cette vague en n'étant ni l'un ni l'autre, parce que dans une autre dimension, encore une fois, moi j'ai pris ça plein fouet, honnêtement. Mais là, je sors de ma casquette de sociologue pour parler de la franco-tunisienne que je suis. C'est la mentalité, c'est Abdeljalil. C'est la mentalité. Il y a véritablement un travail, mais alors psychosociologique énorme à faire sur le plan des valeurs et du rapport à l'autre. Parce qu'il y a, on parle de tisser des valeurs. On parle de tisser des valeurs républicaines, de tisser de l'État. Pardon, de l'interpersonnalité. Mon lien avec l'autre. C'est ce rapport à l'autre qui est, il me semble qu'il faut vraiment le revoir. Parce que quand certaines personnes, j'ai vu faire et je l'ai vécu de ma chair, quand on voit une compétence,
c'est une menace. Alors que normalement, une compétence, c'est un levier. Au lieu d'accompagner une jeune compétente, quand ce fut mon cas pendant cette période, on va se méfier, on va menacer, on va attaquer parce qu'elle dérange. Et je l'ai vu faire avec d'autres compétences. J'ai vu des gens extrêmement brillants dire la Tunisie plus jamais parce qu'ils m'ont fait beaucoup de mal. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. J'ai eu la chance d'aller sur le plan professionnel à Rabat au Maroc, mais qu'est-ce que je les ai enviés de voir l'infrastructure qu'ils avaient à Rabat, comment dire, la gare, on aurait dit une gare européenne, les tramways. Nous sommes totalement capables de faire ce genre de choses. Nous sommes capables, mais pourquoi? Pourquoi, quand on va avoir des fonds, eh bien, on va construire on va donner aux contribuables la chose la plus, comment dire, ce qui va être à bas prix pour essayer de gratter pour soi des choses. Quand on va être dans une logique de recrutement, on va éviter d'aller prendre quelqu'un qui est plus compétent, etc. Et cette mentalité-là, moi, elle m'a beaucoup dérangée, honnêtement. Elle m'a énormément dérangée. Je ne me suis pas du tout sentie dans cette approche. J'avais une fondation, Amel. J'avais une fondation. J'étais fondatrice. Je ne prenais pas de cotisation, je ne prenais pas de subvention. Parce que d'une part, je ne sais pas faire tout ce qui est comptabilité. Deuxièmement, j'avais les moyens de mener cette fondation et je regrette qu'elle ait été dupliquée au Maroc et qu'aujourd'hui, des étudiants à moi sont en train de la développer au Maroc, mais qu'en Tunisie, on m'a dit qu'est-ce qu'elle va m'apporter pour que je la développe? Pourquoi je vais travailler gratuit? Et toi, tu reçois des subventions et tu ne me donnes pas. Là, on est dans une mentalité qui n'est pas la mienne. C'est pour ça qu'il y a quelque part quelque chose qui relève, je ne sais pas si c'est valeur éducation, rapport à l'autre, mais c'est là où moi, personnellement, je n'étais pas en phase. Et c'est là où, quand j'ai rencontré des compétences qui ont refusé de rejoindre des hautes responsabilités en Tunisie, étaient dans les mêmes observations que ma personne. Et si on ramenait ces compétences intègres qui veulent aider le pays, quand on leur met des liasses d'argent, ils vont calculer ça au niveau de Jendou, au niveau de GAFSA, etc. Qu'est-ce que je vais améliorer dans les écoles et non pas qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre dans la poche. Donc, on parle beaucoup de corruption, mais pour moi, c'est un état général. C'est une mentalité. Et il m'était donné quand même de lire pas mal d'articles scientifiques sur la gouvernance en Afrique en général et l'opportunisme qui est un paramètre de mode de gouvernance et africain en général. C'est l'Afrique. Et on tire un peu de cet effet tribal, malheureusement. J'ai discuté depuis quelques jours avec notre ami professeur Hatem Bensen, qui voit que les problèmes de la Tunisie est dû surtout à l'affaiblissement, à la destruction du système éducatif. Et lorsqu'on parle de la destruction du système éducatif, personnellement, je considère que l'Union tunisienne des travailleurs, le GTT, est responsable. Et cette responsabilité, c'est une responsabilité criminelle et historique. Qu'est-ce que vous pensez, Dr Fadloun? Alors, il y a plusieurs responsables. Toute personne qui a un pouvoir quelconque, qui soit un représentant associatif, de gouvernance, de syndicat, qui a un pouvoir quelconque pour changer les choses, a fortiori s'il a eu le prix Nobel, et qui ne manifeste pas cet empowerment, mais ça c'est encore deux choses discutables, et qui ne manifeste pas cet empowerment individuel qui peut devenir un empowerment collectif, et il est responsable d'une manière ou d'une autre. Moi, je me souviens d'un sujet de philo, je me suis régalée mon époque de lycée, parce que ça me parlait énormément. Sommes-nous responsables des maux de notre pays? Mot MAUX. Déjà, sans responsabilité, nous sommes responsables. Parce que qui ne dit rien, ne fait rien, a une part de responsabilité. C'est une complicité quelque part, ou un aveu de faiblesse. Mais on accepte au final. Alors, ne parlons pas de ceux qui ont un pouvoir d'agir. Ces gens-là, effectivement, je ne sais pas si on peut parler de criminalité, mais au sens des valeurs et de ce qu'on peut effectivement donner et que nous n'avons pas donné à la jeunesse tunisienne
oui, il y a quelque chose quand même d'assez grave. Docteur Atidel Fadloun, j'aimerais bien vous remercier pour votre présentation, pour votre réaction avec nos questions et je vous souhaite la bonne continuation et au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup.